Je m'appelle Shirley et j'ai 32 ans. Après avoir travaillé sans relâche dans le marketing pendant 10 ans, j'ai enfin réalisé mon plus grand rêve, acheter ma propre maison. J'ai passé des semaines à préparer la pendaison de crémaillère parfaite, en envoyant des invitations à tout le monde, en particulier à ma famille. Le jour venu, les invités sont arrivés, mais un groupe était remarquablement absent. Toute ma famille. Plus tard, j'ai découvert qu'ils avaient préféré voir la nouvelle voiture de ma sœur Ashley. Alors que j'allumais les lumières de mon salon vide après le départ de tout le monde, mon téléphone a sonné. C'était mon père, sa voix était glaciale. Il faut qu'on parle, maintenant. Je me souviens encore du sentiment de vide que j'ai ressenti ce soir. D'Ashla. Et si vous avez déjà été abandonné par votre famille? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner pour savoir ce qui s'est passé ensuite et comment j'ai fini par me défendre. Aîné d'une famille de 3 enfants, j'ai toujours senti le poids des attentes sur mes épaules. Mes parents, Thomas et Margaret Peterson, nous ont élevés dans une modeste maison de banlieue du Minnesota. Dès mon plus jeune âge, ils m'ont fait comprendre qu'en tant qu'aîné, je devais donner l'exemple à mes frères et sœurs plus jeunes, Ashley, qui a aujourd'hui 28 ans, et Dylan, qui en a 24. La dynamique de notre famille a été compliquée dès le début. Mon père travaillait comme comptable dans un cabinet respecté de la ville et ma mère était enseignante à l'école primaire. Ils travaillaient dur et subvenaient à nos besoins, mais la chaleur émotionnelle n'était pas leur point fort, surtout lorsqu'il s'agissait de moi. Dès sa naissance, Ashley est devenue la princesse de la famille. Avec ses boucles blondes et ses yeux bleus brillants, elle captivait tout le monde autour d'elle. Mes parents l'ont choyée comme ils ne l'ont jamais fait avec moi. Alors que je recevais des cadeaux pratiques comme des livres et des jouets éducatifs, Ashley recevait de belles robes et des poupées. Là où l'on me demandait d'être responsable, Ashley était autorisée à être insouciante. Shirley, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, est devenu un refrain courant dans notre foyer. Ashley sait comment faire sourire les gens. Tu es toujours si sérieuse. Ces comparaisons ont créé entre nous un fossé qui n'a fait que s'élargir au fur et à mesure que nous grandissions. Je me suis jetée à corps perdu dans les études, pensant que si je ne pouvais pas gagner leur affection par ma personnalité, je pouvais au moins les rendre fiers par mes résultats. Je me suis inscrite dans tous les clubs. J'ai fait du bénévolat lors d'événements communautaires, j'ai maintenu une moyenne générale parfaite et j'ai fini par obtenir une bourse d'études complète dans une université prestigieuse. Mais même là, mes réussites étaient souvent éclipsées par celles, mineures, d'Ashley. Je me souviens encore du jour où j'ai reçu mon diplôme universitaire. Après 4 années de travail acharné, j'ai obtenu mon diplôme summa cum laude avec une double spécialisation en commerce et en communication. Et la cérémonie s'est déroulée par un bel après-midi de mai. Alors que je traversais l'estrade pour recevoir mon diplôme, j'ai cherché dans la foule les visages de ma famille. Ils étaient là, mais distraits. Plus tard, au dîner, alors que je m'attendais à ce qu'on reconnaisse au moins ma réussite, la conversation s'est rapidement orientée vers le nouveau petit ami d'Ashley, qu'il avait invité à une fête dans sa maison au bord du lac ce week-end-là. Tu peux croire qu'Ashley a été invitée à la fête des Anderson? S'extasie ma mère. C'est l'une des familles les plus riches de la région. J'y suis restée assise, mon dossier de diplôme posé sur le siège à côté de moi, me sentant invisible. Dylan, qui avait 16 ans à l'époque, a croisé mon regard de l'autre côté de la table et m'a fait un subtil signe de la main. Il a toujours été plus perspicace que ce que nos parents lui attribuaient. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai déménagé à Chicago et j'ai décroché un poste dans une société de marketing en pleine expansion. J'ai fait des heures supplémentaires, j'ai accepté des projets supplémentaires et j'ai lentement gravi les échelons de l'entreprise. Chaque promotion était le résultat d'innombrables soirées tardives et de week-ends sacrifiés. Je vivais de manière frugale, partageant un appartement avec 2 colocataires malgré l'augmentation de mon salaire. Chaque dollar supplémentaire était versé sur mon compte d'épargne en vue de ce qui est devenu mon unique objectif, posséder ma propre maison. Pour ma famille, mes choix de carrière semblaient déconcertants. Pourquoi le marketing? Demandait mon père pendant les vacances. Tu aurais pu faire du droit avec tes notes. Pendant ce temps, Ashley a abandonné l'université communautaire après 2 semestres, mais a réussi à décrocher un emploi dans une boutique par l'intermédiaire d'une amie de notre mère. D'une manière ou d'une autre, cela a été célébré comme une initiative intelligente de réseautage. Pendant ces 10 années à Chicago, je me suis construit une vie. Je me suis fait des amis qui m'appréciaient pour ce que j'étais, et non pour ce qu'ils voulaient que je sois. J'ai trouvé des mentors qui ont reconnu mon potentiel et m'ont poussé à grandir. J'ai même eu des rendez-vous occasionnels.
Mais rien de sérieux ne s'est développé, en partie parce que j'étais tellement concentrée sur ma carrière et mes objectifs d'épargne. Le rêve de posséder ma propre maison est devenu le symbole de quelque chose de plus profond pour moi. Il représentait la stabilité, l'accomplissement et la création d'un espace où je pourrais enfin avoir ma place sans condition. Un endroit où je n'aurais pas à rivaliser pour attirer l'attention ou obtenir l'approbation. Un sanctuaire qui m'appartenait entièrement. Lorsque j'ai enfin atteint mon objectif d'épargne à 32 ans, j'ai ressenti un sentiment de fierté sans précédent. C'était quelque chose que j'avais fait toute seule, sans aide ni raccourci. J'étais prête à trouver la maison qui deviendrait mon foyer. Et la quête de la maison de mes rêves a commencé au début du printemps. J'ai passé d'innombrables week-ends avec mon agent immobilier Judith à visiter des propriétés dans différents quartiers de Chicago. J'avais une idée précise en tête. Une maison de style artisanal avec du caractère, un petit jardin où je pourrais jardiner, une cuisine suffisamment spacieuse pour préparer de bons repas, surtout, un porche où je pourrais m'asseoir le soir avec un verre de vin, en regardant le monde passer. Après 3 mois de recherche, je l'ai trouvé. Un bungalow artisanal des années 1920 dans un quartier charmant bordé de chênes matures. Et la maison avait besoin de quelques travaux, la cuisine était obsolète, le parquet était abîmé et les accessoires de la salle de bain avaient connu des jours meilleurs, mais l'ossature était solide. Des hauts plafonds avec des moulures d'origine, des bibliothèques encastrées flanquant une cheminée en briques, et ces fenêtres artisanales emblématiques qui laissent entrer des torrents de lumière dorée. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai su que c'était là. Je pouvais déjà imaginer l'emplacement de mes meubles. La couleur de la peinture de chaque pièce et les dîners que j'organiserais dans la salle à manger. Ce soir-là, j'ai fait une offre légèrement inférieure au prix demandé et, après une brève négociation, elle a été acceptée. Le processus de clôture s'est déroulé dans un flou de paperasserie, d'inspection et d'anxiété. À certains moments, je craignais que quelque chose ne tombe à l'eau, qu'il s'agisse d'un problème de financement ou d'un problème découvert lors de l'inspection. Mais finalement, par un chaud mardi de juillet, je me suis assise à une table couverte de documents, signant mon nom encore et encore jusqu'à ce que mon poignet me fasse mal. Lorsque l'agent du vendeur m'a remis les clés, je les ai serrées si fort qu'elles ont laissé des empreintes sur ma paume. Félicitations, m'a dit Shirley Judith en me serrant dans ses bras. Vous êtes officiellement propriétaire. J'ai conduit jusqu'à ma nouvelle maison, ma maison. Et je suis restée sur le trottoir d'entrée à tout regarder. Les volets verts, les marches en pierre menant au porche, la façon dont la lumière du soleil de l'après-midi éclairait la pelouse à travers les branches des arbres. Les mains tremblantes, j'ai déverrouillé la porte d'entrée et je suis entrée. La maison était vide, mes pas résonnaient sur le parquet, mais elle était déjà remplie de possibilités. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un matelas pneumatique dans ce qui allait devenir ma chambre, trop excitée pour attendre ne serait-ce qu'un jour de plus avant d'emménager. Le lendemain matin, j'ai commencé à transformer la maison vide en mon foyer. Au cours des 2 mois suivants, je me suis investie corps et âme dans les travaux de rénovation. J'ai pris 2 semaines de vacances pour peindre chaque pièce moi-même, en choisissant des couleurs qui me procuraient un sentiment de paix et d'énergie. Un vert sauge doux pour le salon, une terre cuite chaude pour la salle à manger et un gris bleu serein pour ma chambre à coucher. J'ai remis à neuf le parquet, un travail éreintant qui m'a laissé des courbatures pendant des jours, mais qui a fait ressortir le magnifique grain naturel du chêne. La cuisine a été mon plus gros projet. J'ai économisé de l'argent en conservant les placards d'origine, mais je les ai peints d'un blanc éclatant et j'ai installé de nouvelles ferrures, de nouveaux plans de travail, un évier et des appareils électroménagers modernisés, ce qui a transformé l'espace. J'ai fait appel à un plombier et à un électricien professionnel pour les travaux importants, mais j'ai fait tout le reste moi-même, en regardant d'innombrables tutoriels sur YouTube et en me rendant à plusieurs reprises à la quincaillerie. Chaque week-end. À l'approche du mois de septembre, la maison était enfin prête. Chaque pièce reflétait ma personnalité et mes goûts. Des étagères remplies de mes romans préférés et de souvenirs de voyage, des meubles confortables disposés de manière à favoriser la conversation, des plantes qui donnent vie au coin, et des œuvres d'art soigneusement sélectionnées pour inspirer et réconforter. C'était le premier espace qui m'appartenait vraiment, créé par ma vision et mon travail acharné. Et la pendaison de crémaillère m'a semblé être le moyen idéal de célébrer cette étape. Je voulais partager ma joie avec les personnes qui m'étaient chères et marquer officiellement ce nouveau chapitre de ma vie. J'ai créé de magnifiques invitations, en écrivant à la main une note personnelle sur chacune d'entre elles. Pour les membres de ma famille, j'ai inclus de vieilles photos de nous deux et j'ai exprimé à quel point leur présence serait importante pour moi. 2 semaines avant la fête, j'ai envoyé les invitations par la poste.
en envoyant des textos pour m'assurer qu'elles avaient bien été reçues. Ma mère a appelé immédiatement. Cette invitation est vraiment adorable. Nous ne la manquerions pour rien au monde. Papa et moi sommes si fiers que tu achètes ta propre maison. Ashley a envoyé un texto, oh mon Dieu, Frangine, j'ai hâte de voir ta nouvelle maison. Au fait, je viens d'acheter une nouvelle voiture. Rien d'aussi chic que ta maison, mais je suis excitée lol. Dylan a appelé et a posé des questions détaillées sur la maison, sincèrement intéressé par les rénovations que j'avais entreprises moi-même. Il a promis d'apporter un cadeau de pendaison de crémaillère sur lequel il travaillait. Dans les jours qui ont précédé la fête, j'ai tout préparé méticuleusement. J'ai élaboré un menu composé d'amuse-gueules et de desserts maison, acheté du vin et des ingrédients pour des cocktails de marque, et décoré la maison avec des fleurs fraîches. J'ai même préparé de petites pochettes cadeaux pour chaque invité. Avec des bougies fabriquées localement, des chocolats artisanaux et des notes de remerciements personnalisées. Et la veille de la fête, j'ai appelé mes parents pour confirmer leur venue et leur indiquer le chemin. Bien sûr que nous serons là, ma chérie, m'a assuré ma mère. 3 heures, c'est ça? Nous avons tous hâte d'y être. Je me suis couchée ce soir-là avec un sentiment d'accomplissement. Après des années de travail pour atteindre cet objectif, j'étais enfin sur le point de partager ma réussite avec les personnes qui comptaient le plus. Pour une fois, j'allais être au centre de l'attention pour quelque chose de positif. Pour une fois, ma famille verrait ce que j'avais accompli par moi-même. J'étais loin de me douter que le lendemain me réserverait l'une des déceptions les plus douloureuses de ma vie. Le matin de la pendaison de crémaillère, je me suis réveillée à 6 heures, trop excitée pour dormir plus longtemps. La lumière du soleil passait à travers les rideaux de ma chambre, jetant une lueur chaude sur le parquet. Aujourd'hui était le jour où ma maison deviendrait vraiment un foyer, rempli de rires, de félicitations et des personnes que j'aimais le plus. J'ai passé les premières heures à mettre la dernière main au plat. Des rouleaux de pâte feuilletée aux épinards et à la feta, un plateau de charcuterie avec des fromages et des viandes soigneusement sélectionnées, de l'houmou maison avec des crudités et mes mini-tartes au citron spéciales qui reçoivent toujours des compliments. À 9h30, les comptoirs de ma cuisine étaient couverts d'amuse-gueules qui attendaient d'être servis. À 10h, mon amie Mélissa est arrivée avec son petit ami Jack. Il s'était porté volontaire pour aider aux préparatifs de dernière minute. Cet endroit est magnifique et virgule. S'est exclamée Mélissa en tournant dans mon salon. Je n'arrive pas à croire tout ce que vous avez fait vous-même. Cette cheminée est magnifique. Jack m'a aidé à installer le bar sur le buffet de la salle à manger, tandis que Mélissa disposait des fleurs dans toute la maison. À midi, tout était parfait. Et la maison brillait de mille feux, de la musique douce était diffusée par les haut-parleurs que j'avais installés et le repas était prêt à être servi. Mes premiers invités sont arrivés à 14h45, mes collègues de l'entreprise de marketing apportant des cadeaux et de larges sourires. À 15h15, une vingtaine de personnes étaient arrivées, remplissant ma maison des conversations et de l'énergie que j'espérais, mais il n'y avait toujours aucun signe de ma famille. À 15h30, j'ai vérifié mon téléphone. Aucun message. J'ai envoyé un message rapide à ma mère. Et, tu es en route? Nous avons déjà commencé. D'autres invités sont arrivés. Ma voisine s'est présentée et a apporté une magnifique plante d'intérieur. Ma colocataire de l'université est arrivée avec son mari et son enfant en bas âge. Des amis de mon cours de yoga, de mon club de lecture, de mon groupe de randonnée, tous sont venus célébrer avec moi. À 16h, la fête battait son plein, mais l'absence de ma famille était devenue un trou flagrant dans la célébration. J'ai appelé ma mère, pas de réponse. J'ai appelé mon père, il est tombé directement sur la boîte vocale. J'ai envoyé un texto à Dylan, vous venez? Tout va bien? J'ai gardé le sourire en remplissant les verres de boisson et en passant les assiettes d'apéritif, mais l'anxiété montait en moi. Y avait-il eu un accident? Quelqu'un était-il malade? Cela ne ressemble pas à mes parents de ne pas au moins appeler en cas de changement de programme. À 16h30, mon téléphone a sonné. Un message de mon amie Kelly, qui n'avait pas pu assister à la fête. Je viens de voir ta famille chez Hamilton Auto. Ta sœur prenait des photos à côté d'une décapotable rouge avec un gros nœud dessus. J'ai pensé qu'ils allaient venir à ta fête après. J'ai fixé le message, les mains soudainement froides. Ils n'avaient pas oublié. Ils avaient choisi de ne pas venir. Ils étaient tous allés chez le concessionnaire pour fêter l'achat de la nouvelle voiture d'Ashley au lieu d'assister à ma pendaison de crémaillère.
La prise de conscience m'a frappé comme un coup de massue. Après toutes les années passées à travailler pour atteindre cet objectif, après tout le soin que j'avais mis à organiser cette fête et à rendre mes invitations spéciales, ils avaient quand même choisi Ashley plutôt que moi. Encore une fois. Tout va bien, demande Mélissa, remarquant mon expression. J'ai forcé un sourire. Tout va bien, je vérifie juste mes messages. Mais tout n'allait pas bien. Alors que je me déplaçais à travers la fête. Acceptant les compliments sur ma maison et répondant aux questions sur les rénovations, je sentais un vide grandir en moi. Les personnes qui auraient dû être les plus fières de ma réussite n'étaient même pas là pour la voir. À cette heure, les invités ont commencé à partir, me remerciant pour la belle fête et me félicitant à nouveau pour ma belle maison. J'ai serré chaque personne dans mes bras, sincèrement reconnaissante de leur présence, mais incapable de chasser l'ombre de l'absence de ma famille. À 8h30, le dernier invité est parti. J'ai fermé la porte derrière eux et je suis restée dans mon entrée, entourée des preuves de ce qui aurait dû être une journée parfaite. Des sacs cadeaux qui ne seraient jamais réclamés trônaient sur la table de l'entrée. Les couverts spéciaux que j'avais créés pour mes parents et mes frères et sœurs étaient restés intacts sur la table de la salle à manger. L'album de photos de famille que j'avais prévu de leur montrer était fermé sur la table basse. J'ai parcouru les pièces, éteignant les lumières et ramassant les assiettes vides. Dans la cuisine, j'ai emballé les restes de nourriture et chargé le lave-vaisselle machinalement, mon esprit repassant en boucle le texte de Kelly. L'image de toute ma famille réunie autour de la nouvelle voiture d'Ashley, alors que ma fête soigneusement préparée se déroulait sans eux, brûlait dans mes pensées. À 9h, la maison était à nouveau propre, mais la joie que j'avais ressentie ce matin-là s'était évaporée. Je me suis effondrée sur le canapé du salon, laissant enfin couler les larmes que j'avais retenues toute la soirée. Cette maison, qui avait représenté une telle réussite et une telle fierté, se sentait soudain vide d'une manière qui n'avait rien à voir avec les invités partis. J'ai attrapé un mouchoir en papier au moment où mon téléphone s'est allumé sur la table basse. Papa m'appelait. Mon cœur a fait un bond. Et il y avait peut-être une explication après tout. Et il y avait eu un malentendu. J'ai répondu, en contrôlant soigneusement ma voix. Bonjour. Certainement. La voix de mon père était froide et tranchante comme je l'avais rarement entendue s'adresser à moi. Il faut qu'on parle, maintenant. J'y me redresser, essuyant mes larmes. Peu importe ce que j'attendais, des excuses, une explication, ce n'était pas ça. L'accusation dans son ton était sans équivoque. D'une certaine manière, en leur absence, j'étais devenue la méchante de cette histoire. À propos de quoi ? Demandai-je, incapable d'empêcher ma voix d'être blessée. À propos de ce que tu as fait à ta sœur, répondit-il, et mon monde bascula encore plus loin de son axe. Ce que j'ai fait à Ashley ? Répétai-je, l'incrédulité m'envahissant. Papa, je ne lui ai rien fait. Je ne l'ai même pas vue depuis des semaines. Ne fais pas l'innocente avec moi, Shirley, dit mon père, la voix serrée par la colère. Tu sais exactement ce que tu as fait. Je me suis levée et j'ai commencé à arpenter mon salon, le bel espace qui aurait dû être rempli de félicitations familiales étant maintenant témoin de cette conversation déconcertante. Papa, honnêtement, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Ce que je sais, c'est que toute ma famille a manqué ma pendaison de crémaillère aujourd'hui, sans même un SMS pour expliquer pourquoi. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, puis la voix de mon père est revenue. Encore plus froide. Ta mère est très contrariée en ce moment. Ashley nous a dit que vous aviez changé la date de votre fête délibérément pour qu'elle coïncide avec son rendez-vous pour l'achat d'une voiture. Elle économise pour cette voiture depuis des mois, et vous saviez à quel point ce jour était important pour elle. L'accusation était si absurde que, pendant un instant, je n'ai pas pu répondre. J'avais envoyé les invitations il y a 2 semaines. La date avait été fixée bien avant que je ne sache qu'Ashley achetait une voiture. Ce n'est absolument pas vrai, ai-je finalement réussi à dire. J'ai fixé cette date il y a plusieurs semaines. Les invitations ont été envoyées il y a 2 semaines. Ashley connaissait parfaitement la date. Elle nous a montré le SMS que tu lui as envoyé hier, changeant l'heure de 18h à 15h, sachant qu'elle avait son rendez-vous chez le concessionnaire à 15h, a rétorqué mon père. Pourquoi as-tu fait ça, Shirley ? Es-tu si jalouse de ta sœur que tu aies besoin de gâcher sa journée spéciale ? Mon esprit s'emballe. J'avais envoyé un message à Ashley hier, mais seulement pour confirmer qu'elle venait, pas pour changer d'heure.
L'invitation avait toujours spécifié 3 heures. Papa, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je n'ai jamais changé l'heure. Vérifie ton invitation. Il y a toujours eu 3 heures. Nous n'avons plus l'invitation, a-t-il répondu avec dédain. Et ce n'est pas la question. Le fait est que votre sœur avait besoin du soutien de sa famille aujourd'hui pour sa première grande réussite et que vous avez essayé de nous forcer à choisir entre vous deux. Première grande réussite. Les mots m'ont fait l'effet d'une gifle. Qu'en est-il de mon diplôme universitaire? Mes promotions? Cette maison que j'avais économisée pendant 10 ans pour l'acheter? Rien de tout cela n'était considéré comme une réussite à ses yeux. Mon invitation indiquait 3 heures depuis le début, virgule. Ai-je répété en m'efforçant de garder ma voix stable. Et même s'il y a eu confusion sur l'heure, pourquoi aucun d'entre vous ne m'a appelé? Pourquoi n'êtes-vous pas venu du tout? Parce que ta mère et moi avons décidé que nous devions soutenir Ashley. Elle était en larmes en pensant à la façon dont tu essayais de l'éclipser à nouveau. Encore? Je me suis exclamé, comme si j'avais déjà essayé de lui faire de l'ombre auparavant, alors que toute ma vie s'était déroulée dans son ombre. Papa, j'ai acheté une maison avec mon propre argent, en travaillant pendant 10 ans et en économisant tout ce que je pouvais. Je voulais partager cela avec ma famille. En quoi cela fait-il de l'ombre à Ashley qui a acheté une voiture? Il ne s'agit pas de la maison ou de la voiture, Shirley. Il s'agit de ton attitude. Tu as toujours été en compétition avec ta sœur. Tu as toujours essayé de la surpasser. L'injustice de sa déclaration m'a laissé sans voix. Chaque souvenir de mon silence pendant qu'Ashley recevait des éloges pour des efforts minimes, chaque fois que j'avais ravalé ma déception lorsque mes réalisations étaient négligées, chaque fois que je m'étais mordu la langue lorsque des comparaisons étaient faites, tout cela m'a traversé l'esprit. Il faut que tu t'excuses auprès de ta sœur, poursuit mon père. Elle est très blessée par ce que tu as fait. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Toute une vie d'accommodement, d'acceptation de brides d'attention, d'être la personne responsable qui ne se plaint jamais. Je ne m'excuserai pas pour quelque chose que je n'ai pas fait, ai-je dit fermement. Ashley t'a menti. Je n'ai jamais changé l'heure de ma fête. Et le fait qu'aucun d'entre vous n'ait pris la peine de vérifier auprès de moi, que vous ayez tous supposé que j'étais dans l'erreur sans poser de questions. En dit long sur notre dynamique familiale. Ne me parle pas de dynamique familiale, jeune fille. La voix de mon père s'est élevée. Nous t'avons élevé mieux que cela. Ta mère est en larmes à cause de ton comportement. Mon comportement. C'est moi qui ai dû attendre ma famille lors de ma pendaison de crémaillère, surveiller la porte pendant que tout le monde profitait de la fête. J'ai passé des semaines à tout préparer. Il faut que tu penses à quelqu'un d'autre qu'à toi-même pour une fois. L'injustice de cette déclaration a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Des larmes coulaient sur mon visage, mais c'étaient des larmes de colère autant que de douleur. J'ai passé toute ma vie à penser aux autres, papa. J'ai été la personne responsable, celle qui n'a jamais causé de problème, celle qui a travaillé dur et fait tout ce qu'il fallait. Et pourtant, Ashley passe toujours en premier, toujours. Ce n'est pas vrai. Et tu le sais, virgule. Dit-il. Mais il y avait une légère hésitation dans sa voix. C'est vrai. Et au fond de toi, tu le sais aussi. Je vais raccrocher maintenant parce que cette conversation n'est pas productive. Quand toi et maman serez prêts à entendre ma version des faits, vous me rappellerez, point. Shirley, ne t'avise pas de me raccrocher au nez. J'ai mis fin à l'appel, la main tremblante. Pendant un long moment, je suis restée dans mon salon, entourée de la maison que j'avais créée, me sentant plus seule que jamais dans ma vie. Mon téléphone s'est immédiatement remis à sonner. Cette fois, c'était ma mère. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu, « Maman, je ne peux pas te parler maintenant. » « Shirley, comment as-tu pu faire ça à ta sœur ?» Sa voix était chargée de larmes. « Tu sais à quel point elle est sensible. Tu sais à quel point cette voiture comptait pour elle. » Maman. Je n'ai rien fait à Ashley. J'ai envoyé des invitations il y a 2 semaines pour une fête à 3 heures. Je n'ai jamais changé l'heure. Elle nous a montré ton message, Shirley. Pourquoi tu mens? Je ne mens pas, maman, Ashley ment. Et le fait que tu la crois immédiatement au lieu de me croire me blesse plus que je ne peux le dire. La voix de ma mère s'est durcie.
Tu as toujours été jalouse de l'attention qu'Ashley reçoit. Il faut que tu grandisses et que tu arrêtes ces jeux d'enfant. La conversation a continué à tourner en rond, ma mère refusant d'envisager qu'Ashley ait pu mentir. Lorsque j'ai raccroché, je me sentais complètement vidée. Par curiosité et sous l'effet d'une colère grandissante, j'ai fait défiler mes SMS avec Ashley. Il y avait notre échange d'hier. Moi, H, je confirme que vous venez demain à 15h. J'ai hâte de vous montrer la maison. Ashley, tout à fait. À moins qu'il y ait un imprévu, lol. Mais on devrait être là. Rien sur le changement d'heure. Rien qui puisse être mal interprété. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait des captures d'écran dans notre conversation de tout à l'heure. Et des captures d'écran que je n'avais jamais envoyées. Elle montrait une conversation trafiquée dans laquelle je disais à Ashley que la fête avait été déplacée à 15h au lieu de 18h. Ashley avait fabriqué des preuves et se les était envoyées à partir de mon numéro dans notre chaîne de texto. Je me suis assise lourdement sur mon canapé, le poids de la manipulation me frappant de plein fouet. Ma sœur avait délibérément créé une situation dans laquelle ma famille manquerait ma pendaison de crémaillère, puis avait fait croire que c'était de ma faute. Le niveau de calcul requis était stupéfiant. Mon téléphone a bourdonné d'un message d'Ashley Hope. La fête était sympa. Désolée de ne pas avoir pu venir. Mais ma nouvelle voiture est géniale. Peut-être que la prochaine fois, n'essaie pas de tout ramener à toi. Je dis ça comme c'est à point. Et la cruauté désinvolte du message après ce qu'elle avait fait m'a laissé pantois. Et il ne s'agissait pas d'une simple rivalité entre frères et sœurs ou d'une étourderie, mais d'un sabotage délibéré. J'ai éteint mon téléphone et me suis recroquevillée sur mon canapé, entourée de ma belle maison qui se sentait désormais entachée par cette douloureuse révélation. Et la famille dont j'avais espéré qu'elle verrait enfin ma valeur m'avait montré à quel point elle m'estimait peu. Et ma sœur, ma propre sœur, avait orchestré tout cela. Cette nuit-là, seule dans ma maison de rêve, j'ai pleuré jusqu'à ce que je m'endorme. Après une nuit agitée, je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. La douleur et le choc s'étaient cristallisés en détermination. Je n'allais pas laisser les mensonges d'Ashley rester sans réponse. Pour une fois dans ma vie, j'allais affronter la dynamique qui avait façonné notre famille pendant des décennies. Je me suis habillée avec soin ce matin-là, choisissant une tenue qui me donnait confiance en moi et me rendait fort, un jean foncé, une chemise blanche impeccable et les bottes en cuir que je m'étais offertes lorsque j'avais reçu ma dernière promotion. Je voulais faire face à Ashley non pas comme la grande sœur perpétuellement éclipsée, mais comme la femme accomplie que j'étais devenue. J'ai parcouru les 30 minutes qui me séparaient de l'immeuble d'Ashley en répétant ce que j'allais dire. Il ne s'agissait pas de se venger ou de gagner. Il s'agissait de vérité et de me défendre enfin. Ashley vivait dans un complexe d'appartements modernes dans la partie la plus branchée de la ville, son loyer étant subventionné par nos parents. Lorsqu'elle a ouvert la porte, sa surprise était évidente. Sûrement. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle était encore en pyjama, bien qu'il soit presque 11h, et ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Il faut qu'on parle, ai-je dit d'une voix ferme. Puis-je entrer? Elle a hésité, puis s'est écartée. Son appartement était décoré avec style mais encombré de sacs de courses de boutiques chères empilés dans les coins et de magazines de mode étalés sur la table basse. C'est à propos d'hier? Parce que j'ai déjà raconté à papa et maman ce qui s'est passé, dit-elle sur la défensive, en croisant les bras. J'ai sorti mon téléphone et j'ai consulté notre conversation par texto. Oui, c'est à propos d'hier. Et de ça. Je lui ai montré les captures d'écran qu'elle avait insérées dans notre conversation d'une conversation qui n'a jamais eu lieu, des captures d'écran que tu as fabriquées pour faire croire que j'avais changé l'heure de ma fête pour qu'elle coïncide avec ton rendez-vous à la voiture. L'expression d'Ashley oscille entre la surprise et le défi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ashley, arrête. Les preuves sont là. Tu as créé de faux messages et tu te les as envoyés à toi-même dans notre fil de conversation. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi t'es-tu donné tant de mal pour t'assurer que notre famille manque ma pendaison de crémaillère? Elle détourna le regard, une rougeur remontant le long de son cou. Tu dois toujours être le centre d'attention, n'est-ce pas? Shirley la parfaite. Avec sa carrière parfaite et maintenant sa maison parfaite. Pendant ce temps, je fais enfin quelque chose qui mérite d'être célébré et personne ne s'en soucie parce qu'ils sont tous trop occupés à t'applaudir. L'amertume dans sa voix est surprenante. C'est vraiment comme ça que tu me vois?
Comme quelqu'un qui te vole la vedette? Ashley, toute ma vie, je suis restée en retrait pendant que tu recevais des éloges et de l'attention pour chaque petite chose. C'est un mensonge, explose-t-elle. Maman et papa ont toujours dit que tu étais intelligente, responsable et que tu réussissais. Pourquoi ne peux-tu pas ressembler davantage à ta sœur? Shirley ne ferait jamais cela. Regarde les notes de Shirley, son travail, ses économies. As-tu la moindre idée de ce que c'est que de grandir en entendant cela? Je l'ai regardé avec incrédulité. Sommes-nous de la même famille? Parce que dans mon expérience, c'était toujours « Ashley est si charmante, Ashley est si jolie ». Ashley se fait des amis si facilement. Tout ce que j'ai accompli a été minimisé alors que tu as été célébrée pour les plus petites choses. Nous nous tenions là, deux femmes adultes avec des perspectives complètement opposées sur notre enfance commune. C'était comme si nous avions grandi dans des univers parallèles. Tu as toujours été la préférée, insiste Ashley, mais il y a une lueur d'incertitude dans ses yeux. Alors pourquoi ont-ils tous choisi d'aller voir ta nouvelle voiture au lieu de venir à ma pendaison de crémaillère? Si c'est moi la préférée, explique-moi ça. Elle n'avait pas de réponse. Au lieu de cela, elle a changé de tactique. Ce n'est qu'une maison, Shirley. Les gens achètent des maisons tout le temps. Ce n'est pas si grave. La mise à l'écart de ma plus grande réussite m'a piqué. Mais je refuse de me laisser dérailler. Et il ne s'agit pas de la maison ou de la voiture. Il s'agit du fait que tu as délibérément menti à notre famille pour la manipuler. Tu as créé de fausses preuves pour me faire mal paraître. Cela va au-delà de la rivalité fraternelle, Ashley. C'est calculé et cruel. Ils auraient fini par venir à ta fête, dit-elle, la voix plus petite maintenant. Je voulais juste qu'ils voient d'abord ma voiture, quand elle avait encore son gros nœud et tout le reste. Ils auraient pu faire les deux. Mais ils ne l'ont pas fait, parce que tu leur as dit que j'avais intentionnellement changé l'heure pour te faire du mal. Tu as fait de moi le méchant de cette histoire, alors que tout ce que je voulais, c'était partager quelque chose d'important avec ma famille. Le bruit d'une clé dans la serrure nous a interrompus. La porte s'est ouverte pour révéler nos parents, tous deux surpris de me voir. Ma mère m'a demandé ce que tu faisais ici. En jetant un coup d'œil inquiet entre Ashley et moi. Je suis venue parler à Ashley de ce qui s'est réellement passé hier, dis-je en me tournant vers eux. Tu as apporté l'invitation que je t'ai envoyée? J'aimerais te montrer qu'il est toujours écrit 3 heures. L'expression de mon père s'est durcie. Nous sommes venus prendre des nouvelles de votre sœur parce qu'elle était bouleversée hier soir. Nous n'avons pas besoin de revenir sur cette situation. En fait, si, ai-je insisté, un nouveau courage dans la voix. Parce qu'Ashley t'a menti. Elle a créé de faux SMS pour faire croire que j'avais changé l'heure de ma fête. L'invitation disait toujours 3 heures, et elle le savait. C'est sûrement suffisant, a dit ma mère d'un ton sec. Arrête d'essayer de faire porter le chapeau à ta sœur. Regardez, j'ai tendu mon téléphone. Leur montrant la conversation avec les captures d'écran manifestement insérées. C'est notre véritable échange de textos. Ashley a ajouté ces captures d'écran elle-même. Elles ne correspondent même pas au format de nos autres messages. Mon père a à peine jeté un coup d'œil au téléphone. Je ne sais pas ce que tu essaies de prouver, Shirley, mais ce n'est pas en attaquant ta sœur qu'il faut régler ce problème. Je ne l'attaque pas. Je te montre la vérité. Ma voix s'est élevée dans la frustration. Pourquoi est-ce si difficile pour toi d'envisager qu'Ashley puisse mentir? Pourquoi supposes-tu automatiquement que j'ai tort? Parce que tu as toujours été jalouse de ta sœur, a dit ma mère, en passant un bras autour d'Ashley qui s'était mise à pleurer. Depuis qu'elle est toute petite, tu n'aimes pas l'attention qu'on lui porte. L'injustice de cette déclaration, après tout ce qui s'était passé, a brisé quelque chose en moi. Ce n'est pas vrai. Cela n'a jamais été vrai. J'ai passé toute ma vie à essayer de te rendre fière, à travailler plus dur que n'importe qui d'autre pour obtenir ce que j'ai obtenu. Et pourtant, rien de ce que je fais n'est jamais suffisant pour que vous me voyiez. Nous te voyons très bien, Shirley, dit froidement mon père. Nous voyons quelqu'un qui ne peut pas se réjouir des accomplissements de sa sœur sans en faire une affaire personnelle. Ses réussites. J'ai ri, le son étant amer même à mes propres oreilles. Acheter une voiture avec l'argent que nos parents lui ont donné est un accomplissement, mais moi qui ai économisé pendant 10 ans pour acheter une maison toute seule,
ça ne vaut pas la peine de se montrer. Il ne s'agit pas de la voiture ou de la maison, a dit mon père, reprenant les paroles que j'avais adressées à Ashley, il s'agit de ton attitude. Il s'agit de ton attitude. Mon attitude ? J'étais presque en train de crier. Mon attitude a toujours été de travailler dur, de ne jamais me plaindre et de soutenir cette famille, même lorsque vous me négligez tous continuellement au profit d'Ashley. Et j'en ai assez. Je suis fatiguée d'être la seule à voir cette dynamique pour ce qu'elle est. Ashley pleurait à présent, la tête enfouie dans l'épaule de notre mère. La vue familière de mes parents la réconfortant alors que j'étais seule m'a fait ressentir une vague de reconnaissance douloureuse. Je pense que tu devrais partir, dit mon père, sa voix ne laissant aucune place à l'argumentation. Ta sœur est suffisamment bouleversée pour que tu ne l'accuses pas à tort et à travers. Ce ne sont pas des accusations farfelues, ai-je dit calmement, ma colère laissant place à une profonde tristesse. C'est la vérité. Et le fait qu'aucun d'entre vous ne puisse même l'envisager me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ma place dans cette famille. Je me suis dirigée vers la porte, m'arrêtant la main sur la poignée. Pour mémoire, l'invitation indiquait toujours 3 heures. Je n'ai jamais changé l'heure. Je voulais que vous soyez tous là, parce que malgré tout, vous êtes ma famille, et je pensais que ma première maison valait la peine d'être fêtée ensemble. Je crois que j'ai eu tort. En quittant l'appartement, j'ai entendu les paroles apaisantes de ma mère à Ashley. Ce n'est pas grave, ma chérie, Shirley a toujours eu le sens du drame. Je suis rentrée chez moi dans un état d'incrédulité. La confrontation s'était déroulée encore plus mal que je ne l'avais prévu. Non seulement ils avaient refusé de me croire, mais ils avaient renforcé la dynamique même que j'essayais de remettre en cause. À leurs yeux, je serais toujours le problème, la sœur jalouse, celle qui a une attitude bizarre. Alors que je m'engageais dans l'allée de ma maison, ma belle maison pour laquelle j'avais travaillé si dur. J'ai pris une décision. Je ne pouvais pas changer ma famille ou lui faire voir la vérité qu'elle était déterminée à ignorer, mais je pouvais changer le pouvoir que je leur donnais sur mon bonheur. À partir d'aujourd'hui, je construirai une vie qui ne tournera pas autour de la recherche de leur approbation ou de leur reconnaissance. À partir d'aujourd'hui, je définirai ma propre valeur. Les 3 mois suivants se sont écoulés sans un seul mot de ma famille. Pas d'appel, pas de texto, pas de courriel. Après la confrontation à l'appartement d'Ashley, c'était comme si un accord tacite avait été conclu pour rompre tout contact. À eu début, le silence était douloureux, un rappel constant du rejet qui me suivait tout au long de mes journées. Mais peu à peu, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai commencé à respirer plus librement. Sans le poids des attentes et des jugements de ma famille, sans la quête constante d'une reconnaissance qui ne viendrait jamais. J'ai trouvé l'espace pour redécouvrir qui j'étais, en dehors de la dynamique familiale qui m'avait définie pendant si longtemps. Je me suis lancée dans l'aménagement de ma maison pour qu'elle soit vraiment la mienne. J'ai planté un jardin dans l'arrière-cour, une chose que j'avais toujours voulu faire mais dont je n'avais jamais eu l'occasion pendant les années où j'habitais un appartement. Chaque week-end, je passais des heures les mains dans la terre à planter des fleurs et des légumes, apprenant par essai et erreur. Il y avait quelque chose de profondément apaisant dans le fait de nourrir les choses et de les regarder pousser. J'ai poursuivi de petits projets d'amélioration. J'ai installé des étagères dans la chambre d'amis, créant ainsi la bibliothèque dont je rêvais depuis l'enfance. J'ai remis à neuf un vieux bureau que j'avais trouvé dans une vente immobilière, le transformant en un magnifique espace de travail près de la fenêtre avant, d'où je pouvais regarder le voisinage pendant que je travaillais. Mais les changements les plus importants se sont produits à l'intérieur de moi. Sans le bruit de fond constant des drames familiaux et des déceptions, j'ai commencé à entendre ma propre voix plus clairement. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce qui m'apportait de la joie ? Qui étais-je lorsque je n'essayais pas de prouver ma valeur à des gens qui ne la voyaient pas ? Les amis qui s'étaient présentés à ma pendaison de crémaillère sont devenus une partie essentielle de ce voyage. Ils étaient la famille que j'avais choisie, des gens qui m'appréciaient pour ce que j'étais. Mélissa et moi avons instauré une tradition de dîner hebdomadaire, alternant entre nos 2 maisons pour cuisiner l'une pour l'autre. Mon collègue James m'a invité à rejoindre son groupe de jardinage communautaire. Ma voisine Samantha m'a présenté à son club de lecture. Un mardi soir pluvieux, j'ai assisté à ma première réunion d'un groupe de soutien pour les personnes ayant des relations familiales difficiles. J'avais hésité à m'y rendre, ne sachant pas si ma situation était suffisamment grave pour justifier une telle démarche. Mais dès que je me suis assise dans ce cercle d'étrangers, j'ai ressenti une reconnaissance à la fois douloureuse et profondément réconfortante.
J'ai toujours pensé que j'étais seule dans cette situation, a déclaré une femme nommée Jessica lors de sa présentation. Je pensais que j'étais la seule dont la famille lui donnait l'impression d'être invisible. Ces mots ont touché une corde si profonde en moi que j'en ai eu les larmes aux yeux. À eu fur et à mesure que les autres partageaient leurs histoires de parents narcissiques, de frères et sœurs enfants en or, d'années de manipulation émotionnelle, j'ai commencé à voir ma propre expérience se refléter dans la leur. Ce qui m'était arrivé n'était pas unique et avait des noms, boucs émissaires. Favoritisme, négligence émotionnelle. Jessica et moi avons tout de suite sympathisé. Elle avait 36 ans, 4 ans de plus que moi, et était séparée de sa famille depuis près de 5 ans. Après la réunion, autour d'un café, elle m'a raconté son parcours. Le plus dur a été d'accepter qu'il ne changerait peut-être jamais, m'a-t-elle dit, le regard bienveillant mais sans complaisance. Je n'arrêtais pas de penser que si je l'expliquais mieux, si je trouvais les mots justes, il comprendrait enfin et les choses seraient différentes. Il m'a fallu des années de thérapie pour me rendre compte qu'ils ne veulent pas comprendre parce que leur version de la réalité leur convient. Jessica est devenue à la fois une amie et un mentor dans les semaines qui ont suivi. Elle m'a recommandé des livres qui m'ont aidé à comprendre les systèmes familiaux et les modèles générationnels. Elle m'a écouté sans me juger lorsque j'oscillais entre la colère et le chagrin. Et surtout, elle m'a montré, par son propre exemple, qu'il était possible de construire une vie épanouie sans la validation que je recherchais depuis si longtemps. À sa suggestion, j'ai commencé à voir une thérapeute, le docteur Nathalie Rivera. Lors de notre première séance, je lui ai raconté l'histoire de la pendaison de crémaillère et de ses conséquences, m'attendant à ce qu'elle soit choquée par le comportement de ma famille. A eu lieu de cela, elle a hoché la tête en signe de compréhension. Ce que vous décrivez est un système familial classique avec des rôles rigides, m'a-t-elle expliqué. Votre sœur est ce que nous appelons l'enfant chéri et vous avez été placé dans le rôle du bouc émissaire. Ces rôles ont souvent très peu à voir avec ce que vous êtes en tant que personne et beaucoup plus avec les problèmes et les besoins non résolus de vos parents. A eu cours des semaines suivantes. Le docteur Rivera m'a aidé à décortiquer toute une vie d'interactions qui ont façonné ma perception de moi-même. J'ai commencé à voir comment j'avais intériorisé le message selon lequel je n'avais de valeur que pour ce que je réussissais, que l'amour était conditionné par la performance. Je me suis rendu compte que j'avais passé une grande partie de ma vie à rechercher une approbation qui m'avait été stratégiquement refusée. Et la chose la plus difficile à accepter, m'a dit le docteur Rivera lors d'une séance particulièrement difficile, c'est que vous ne pouvez pas obliger les gens à vous donner ce qu'ils n'ont pas à vous donner. Vos parents, pour quelque raison que ce soit, ne sont pas capables de vous voir clairement ou de vous aimer inconditionnellement. Ce n'est pas le reflet de votre valeur. C'est une limitation de leur part. Ces mots ont marqué un tournant pour moi. J'avais passé 32 ans à essayer de mériter l'amour qui aurait dû être donné gratuitement. Je m'étais transformée en fille étudiante, employée et sœur parfaite, toujours responsable, jamais exigeante, toujours à la hauteur, dans l'espoir que cela finisse par suffire. Mais cela n'avait jamais été le cas, et cela ne le serait jamais, parce que le problème ne venait pas de moi. À eu fur et à mesure que cette prise de conscience s'installait dans mon esprit, j'ai commencé à changer de manière à la fois subtile et profonde. J'ai commencé à dire non aux choses que je ne voulais pas faire. J'ai acheté des vêtements dans des couleurs que j'aimais plutôt que dans des couleurs pratiques. J'ai pris un cours de poterie simplement parce que cela avait l'air amusant, sans me soucier de savoir si je serais douée pour cela. À eu travail, j'ai posé ma candidature à un poste de directeur de la création que j'aurais considéré auparavant comme hors de ma portée. À ma grande surprise, je l'ai obtenu. Mon nouveau rôle m'a permis de mettre en valeur des compétences que j'avais toujours minimisées, ma créativité, ma capacité à inspirer une équipe, ma compréhension intuitive de ce qui ferait écho auprès d'un public. Tu sembles différente, a commenté ma collègue Maria après une présentation où j'avais défendu avec assurance un concept de campagne non conventionnel. Je ne sais pas, tu te présentes comme si tu habitais pleinement ton espace. Je commençais à reconnaître ma propre valeur en dehors de la définition étroite de ma famille. Et comme je le faisais, d'autres personnes le voyaient aussi. 6 semaines après notre séparation, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Et, Frangine, c'est Dylan. J'ai un nouveau téléphone. On peut se parler? Pas de truc de famille, mais je veux savoir comment tu vas. Mon jeune frère avait toujours été le plus discret de notre famille, souvent perdu dans la dynamique entre Ashley et moi. Nous n'avions jamais été particulièrement proches.
Mais il y avait toujours eu une entente tacite entre nous. J'ai accepté de le rencontrer pour prendre un café le samedi suivant. Dylan avait l'air plus vieux que ses 24 ans lorsqu'il est entré dans le café, les épaules légèrement voûtées, comme s'il portait un poids invisible. Lorsqu'il m'a vu, son visage s'est illuminé d'un sourire sincère. « Tes cheveux sont différents, dit-il en s'asseyant en face de moi. Ils te vont bien. J'avais coupé mes longs cheveux en un carré à hauteur des épaules, ce que je voulais faire depuis des années, mais j'avais hésité en entendant la voix de ma mère dans ma tête qui disait « Les cheveux longs, c'est plus féminin ». C'était un petit acte de revendication, mais il m'a semblé important. Nous avons d'abord parlé de sujets neutres, de son travail de graphiste, de ma récente promotion, d'un film que nous avions vu tous les deux. Mais la conversation s'est finalement orientée vers ce qui s'était passé. « J'aurais dû venir à ta pendaison de crémaillère, a-t-il dit tranquillement, en baissant les yeux sur son café. Je savais qu'il y avait quelque chose d'anormal dans cette situation, mais je ne voulais pas m'en mêler. Je suis désolée, Shirley. Merci de dire cela, ai-je répondu, surprise de voir à quel point cette reconnaissance me touchait. J'ai ensuite hésité, puis j'ai continué, la chose, Lil. Ce n'était pas la première fois qu'Ashley faisait une chose pareille. Qu'est-ce que tu veux dire? Cela fait des années qu'elle manipule les situations, qu'elle se met en valeur à tes dépens. Je l'ai vu faire tellement de fois, mais papa et maman ne l'ont jamais questionné, alors je suis restée silencieuse. Il a relevé la tête, le regret se lisant clairement dans ses yeux. J'aurais dû dire quelque chose. Et la conversation qui a suivi a ébranlé les fondements de ma compréhension de l'histoire de notre famille. Dylan a révélé un incident après l'autre où Ashley avait menti, déformé des faits ou créé un drame pour s'assurer qu'elle restait le centre d'attention. La fête d'anniversaire au lycée où le cadeau que j'avais offert à notre mère avait mystérieusement disparu, avant d'être retrouvé endommagé dans ma chambre. La fois où Ashley avait effacé un courriel important concernant ma bourse d'études en prétendant qu'il s'agissait d'un spam. Et la rumeur qu'elle avait répandue dans notre famille élargie selon laquelle j'étais trop occupée pour assister au 75e anniversaire de notre grand-mère, alors qu'en réalité je n'avais jamais reçu d'invitation. Je pense qu'elle se sent menacée par toi, dit Dylan. Tu es tout ce qu'elle n'est pas, indépendante, prospère, motivée. Alors elle doit trouver des moyens de te faire mal paraître ou de te tenir à l'écart de la famille. Et nos parents la croient, ai-je dit, la douleur familière remontant à la surface. Les gens ont hoché la tête tristement. Ils voient ce qu'ils veulent voir. Ashley joue le rôle dont ils ont besoin. Celle qui est délicate et qui a besoin de leur protection. Et toi, tu as toujours été celle qui est forte et dont ils pensent qu'elle n'a besoin de rien. Nous avons parlé pendant des heures ce jour-là, épluchant les couches de la dynamique familiale qui avait façonné nos vies à tous. Pour la première fois, je me suis sentie vraiment considérée par quelqu'un qui avait été là pendant tout ce temps, qui comprenait le contexte de ma douleur. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» a demandé Dylan alors que nous nous apprêtions à partir. J'ai réfléchi attentivement à cette question. Je vais continuer à construire ma vie. Ma vraie vie. Pas celle que je pensais devoir avoir pour gagner leur approbation. Au-delà de ça, je ne sais pas encore. Dylan m'a serré dans ses bras avant de se séparer. Pour ce que ça vaut, je t'ai toujours admiré, Shirley. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Ces mots sont restés gravés dans ma mémoire au cours des semaines qui ont suivi, me soutenant dans la poursuite de mon voyage de découverte de soi et de guérison. La maison qui avait été souillée par le rejet de ma famille est devenue le symbole de ma résilience. Chaque pièce témoignait des choix que j'avais faits pour moi-même, d'une vie que je construisais selon mes propres termes. Et chaque jour qui passait, sans le drame et la douleur d'essayer de correspondre à l'image déformée de ma famille, je me sentais plus forte, plus centrée, plus authentiquement moi-même. 2 mois après mon café avec Dylan, il m'a appelé pour me faire une proposition qui m'a fait chaud au cœur. Je pense qu'il est temps que papa et maman entendent la vérité, a-t-il dit. Toute la vérité. J'ai beaucoup réfléchi et ce schéma n'a que trop duré. Je veux aider à organiser une réunion avec eux. En terrain neutre, dans un restaurant par exemple. Qu'en pensez-vous? Mon instinct immédiat m'a poussé à refuser. J'avais trouvé la paix en me séparant de la toxicité de ma famille. Est-ce que je voulais vraiment rouvrir cette blessure? Et Ashley? J'ai demandé. Elle va encore manipuler la situation. Pas cette fois, dit Dylan, avec une détermination que je n'avais jamais entendue de sa part auparavant.
J'ai des preuves, Shirley. Des captures d'écran de conversation, des emails où elle admet ce qu'elle a fait. Elle ne sait pas que je les ai sauvegardés, et je suis prêt à défendre la vérité. Même si cela implique de confronter nos parents. Après une longue discussion et plusieurs jours de réflexion, j'ai accepté. Non pas parce que je m'attendais à une réconciliation hollywoodienne ou à des excuses spectaculaires, mais parce que je voulais me réapproprier mon histoire. Pendant trop longtemps, j'avais été définie par les mensonges d'Ashley et la volonté de mes parents de les croire. Quoi qu'il arrive, je voulais rester fidèle à ma vérité. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un restaurant tranquille, à mi-chemin entre nos deux maisons, un dimanche après-midi. Dylan est arrivé chez moi à l'avance, un dossier de preuves imprimé à la main, son visage mêlant nervosité et détermination. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» lui ai-je demandé. « Il pourrait aussi se retourner contre toi. » Il a acquiescé. Il a hoché la tête. « Je ne peux pas continuer à regarder ce qui se passe. Ce n'est pas bien et au fond de moi. Je pense qu'ils le savent. » Alors que nous nous rendions au restaurant, je me préparais mentalement à toutes les éventualités, du rejet total à la reconnaissance à contre-cœur. Le docteur Rivera m'avait aidé à définir des attentes réalistes et à fixer des limites à la conversation. Je n'argumenterai pas et ne me défendrai pas indéfiniment. J'énoncerai ma vérité calmement et clairement. Et s'il ne pouvait pas l'entendre, je partirais en sachant que j'avais fait ce que je pouvais. Mes parents étaient déjà assis lorsque nous sommes arrivés, leur visage affichant un mélange de curiosité et d'appréhension. Ma mère avait vieilli au cours des mois qui s'étaient écoulés depuis la dernière fois que je l'avais vue, de nouvelles rides s'étant creusées autour de ses yeux. Mon père s'est assis avec raideur, l'air gêné. « Merci d'être venu, dis-je, alors que Dylan et moi nous asseyions en face de. Dylan a dit que c'était important, a répondu ma mère. La voix soigneusement neutre. Il a dit qu'il y avait des choses dont nous devions discuter en famille. Il y a, confirmai-je, des choses qui n'ont pas été dites depuis bien trop longtemps. Notre conversation a commencé prudemment par des mises à jour superficielles sur le travail et la santé, mais après que le serveur a pris nos commandes, Dylan s'est éclairci la gorge et a ouvert le dossier qu'il avait apporté. « Maman, papa, il y a quelque chose que vous devez savoir, a-t-il commencé, à propos de ce qui s'est passé à la pendaison de crémaillère de Shirley, mais aussi à propos d'un schéma qui dure depuis des années. » Le visage de mon père s'est immédiatement durci. « Si c'est pour blâmer à nouveau ta sœur, je t'en prie, écoute-moi, » a interrompu Dylan, d'une voix ferme mais insistante. « J'ai la preuve de ce qui s'est réellement passé. » Il a exposé les preuves méthodiquement, des captures d'écran de l'invitation originale, montrant clairement l'heure de 3 heures. Les textos fabriqués par Ashley, et le plus accablant de tous, une série de textos entre lui et Ashley où elle s'était vantée de s'assurer que Shirley connaissait sa place. L'expression de mes parents a changé au fur et à mesure qu'ils examinaient chaque élément de preuve, passant du scepticisme à la confusion, puis à l'éveil d'une prise de conscience gênante. « Ce n'est pas possible, » a dit ma mère faiblement. « Ashley n'aurait pas fait ça. »« Elle l'a fait, » dit Dylan avec douceur. « Et ce n'est pas la première fois. » Il a continué à révéler d'autres incidents de notre enfance et du début de l'âge adulte où Ashley m'avait délibérément saboté ou avait monté des membres de la famille contre moi. À chaque exemple, il a fourni des preuves corroborantes, des courriels sauvegardés, des messages textuels, des photos avec des horodatages précis. Mon père est resté assis dans un silence stupéfait, son visage devenant de plus en plus pâle. Ma mère s'est mise à pleurer doucement. « Pourquoi nous montres-tu cela ?» a-t-elle finalement demandé. « Que attendez-vous de nous ? Nous voulons que vous voyiez la vérité, ai-je dit en retrouvant ma voix. Pendant des années, on m'a fait passer pour la méchante d'une histoire que je n'ai jamais écrite. On m'a fait sentir que je ne méritais pas le même amour et la même attention qu'Ashley recevait automatiquement. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est qu'on me voie pour ce que je suis vraiment, pas pour ce qu'Ashley vous a dit que j'étais. Mon père a levé les yeux, me regardant directement pour la première fois depuis des années. Je ne sais pas quoi dire, si ce que Dylan nous montre est vrai. C'est vrai, ai-je dit fermement. Et je pense qu'au fond de toi, tu as toujours su que quelque chose n'allait pas. Mais il était plus facile de suivre la version de la réalité d'Ashley que de la remettre en question. Un silence pesant s'abattit sur la table, rompu uniquement par les bruits ambiants du restaurant autour de nous. C'était le moment de vérité, allait-il reconnaître ce qu'ils avaient vu, ou allait-il trouver un moyen de l'écarter et de maintenir la mythologie familiale ? Je pense qu'il faut parler à Ashley, dit finalement mon père, la voix rauque d'émotion. Tu veux que je l'appelle maintenant,
demanda Dylan. Demandez-lui de se joindre à nous. Mes parents ont échangé un long regard puis ont acquiescé. Les 30 minutes pendant lesquelles nous avons attendu l'arrivée d'Ashley ont été parmi les plus tendues de ma vie. Mes parents sont restés assis dans un silence stupéfait, jetant de temps en temps un coup d'œil sur les preuves fournies par Dylan. Je me concentrais sur ma respiration, me rappelant que, quelle que soit la suite des événements, ma valeur ne dépendait pas de leur reconnaissance. Lorsqu'Ashley est entrée dans le restaurant, son sourire confiant s'est effacé devant les expressions sérieuses des convives. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en se glissant dans la chaise vide à côté de ma mère. « C'est une sorte d'intervention ? Nous devons parler de la pendaison de crémaillère, dit mon père, d'une voix inhabituellement hésitante, et d'autres choses. Les yeux d'Ashley se sont portés sur le dossier posé sur la table, puis sur Dylan, puis sur moi. Pourquoi parlons-nous encore de cela? C'était il y a des mois. Parce que nous avons des raisons de croire que tu nous as menti sur ce qui s'est passé, poursuit mon père, et peut-être sur beaucoup d'autres choses au fil des ans. Ce qui a suivi a été l'une des conversations les plus difficiles de ma vie. Ashley a d'abord tout nié, puis a essayé de minimiser ses actes, puis a tenté de se présenter comme la victime de notre malentendu collectif. Mais face aux preuves concrètes et à l'insistance calme de Dylan sur la vérité, ses défenses se sont peu à peu effondrées. Très bien, dit-elle finalement, les larmes coulant sur son visage. C'est moi qui l'ai fait. J'ai tout fait. Es-tu heureuse maintenant, Shirley? Tu as enfin monté tout le monde contre moi. Il ne s'agit pas de retourner qui que ce soit contre toi, ai-je dit calmement. Il s'agit de reconnaître enfin la vérité. Tu as manipulé cette famille pendant des années, Ashley. Tu m'as délibérément blessée, encore et encore, et j'ai besoin de comprendre pourquoi. Sa réponse, lorsqu'elle vint, fut à la fois simple et déchirante. Parce que c'était si facile. Parce que tout le monde m'a toujours cru plutôt que toi. Parce que j'avais peur que s'il voyait à quel point tu es incroyable, il ne m'aimerait plus. L'honnêteté crue de son aveu nous a tous plongés dans le silence. Ashley dit enfin ma mère, la voix brisée. Nous ne cesserons jamais de t'aimer. Nous ne cesserons jamais de t'aimer. Mais ce que tu as fait est mal. Tellement mal. Mon père a traversé la table et m'a pris la main, les yeux remplis de regrets. Je ne sais pas si tu pourras nous pardonner un jour. Nous aurions dû voir ce qui se passait. Nous n'avons pas répondu immédiatement, laissant le poids de ces paroles s'installer autour de nous. Ce n'était pas le moment de pardonner facilement ou de se réconcilier rapidement. C'était le début d'une conversation beaucoup plus longue et difficile sur la confiance, la vérité et la famille. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, ai-je admis. J'ai passé ces derniers mois à construire une vie qui ne tourne pas autour de la recherche de votre approbation ou de votre compréhension. J'ai trouvé de la force dans cette indépendance, mais je serais prête à voir si nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Quelque chose basé sur l'honnêteté et le respect mutuel. Dans les semaines qui ont suivi cette rencontre cruciale, ma relation avec ma famille a commencé à se reconstruire lentement et prudemment. Mes parents ont visité ma maison pour la première fois, exprimant une véritable admiration pour ce que j'avais créé. Dylan et moi nous sommes rapprochés, notre expérience commune créant un lien qui n'avait jamais existé auparavant. L'histoire d'Ashley était plus compliquée. Après la confrontation au restaurant, elle a entamé une thérapie, commençant le difficile travail d'examen de ses propres insécurités et de ses schémas destructeurs. Notre relation est restée distante, la confiance trop profondément brisée pour être rapidement réparée, mais il y avait entre nous une honnêteté qui n'avait jamais existé auparavant. 3 mois après notre réunion de famille, j'ai organisé une nouvelle pendaison de crémaillère, une remise à zéro symbolique. Cette fois, mes parents et Dylan sont arrivés tôt pour m'aider dans les derniers préparatifs. Les amis qui m'avaient soutenu dans les moments les plus sombres se sont mêlés aux membres de la famille qui revenaient prudemment dans ma vie. En regardant mon salon ce soir-là, en voyant le mélange de la famille choisie et de la famille biologique, partageant la nourriture et la conversation, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement qui n'avait rien à voir avec une validation extérieure. Ma maison était devenue ce que j'avais toujours voulu qu'elle soit, un sanctuaire de vérité et d'authenticité, un endroit où je pouvais être pleinement moi-même. Le voyage a été douloureux, mais les leçons qu'il m'a enseignées sont inestimables. J'ai appris que, parfois, assumer sa vérité signifie rester seul. J'ai appris que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais aussi de personnes qui vous voient clairement et vous aiment de toute façon. Et surtout, j'ai appris que ma valeur ne dépend pas de la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui,
2 ans après cette pendaison de crémaillère fatidique, ma maison est vraiment devenue un foyer. Le jardin que j'ai planté s'est épanoui, tout comme mon sentiment d'identité. Ma carrière s'est épanouie depuis que je ne cherche plus l'approbation à chaque décision, et mes relations, tant familiales qu'amicales, sont fondées sur le respect mutuel et une connexion authentique. Parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir est le courage de défendre sa vérité, même lorsque ceux que l'on aime le plus refusent de l'avoir. Parfois, la famille dont nous avons le plus besoin est celle que nous construisons pour nous-mêmes, personne par personne, vérité par vérité, jour après jour. Avez-vous déjà dû défendre votre vérité alors que tout le monde autour de vous refusait de l'avoir? Comment avez-vous trouvé la force de rester fidèle à vous-même face à la pression ou à la manipulation de votre famille? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si cela vous a touché, merci d'aimer, de vous abonner et de partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas seul dans ses luttes familiales. Merci d'avoir écouté mon parcours et rappelez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par la capacité des autres à la reconnaître.